je pense que quand même ce qui sera intéressant, c'est de donner la liste des personnes qui composaient la délégation quand nous sommes allés à Paris, parce qu'il y avait d'autres associations et mouvements qui étaient représentés, hein, pour montrer la diversité quand même des personnes qui étaient là. Donc moi je vais commencer, donc merci de me donner la parole tout de suite. Je voulais dire que les personnes qui se trouvaient dans la délégation qui s'est rendue au ministère, comme les personnes qui sont aujourd'hui représentées, sont des personnes qui ne se sont pas émues ou mobilisées sur ce projet depuis quelques mois. Moi, je vais parler pour mon cas, j'ai toujours émis des réserves sur ce projet. J'ai toujours dit que j'étais très étonnée que, alors qu'on était plutôt dans une politique aujourd'hui, qu'elle soit nationale ou européenne, où on visait à la préservation du foncier agricole, on envisage de faire à Agen une zone, dans l'agglomération agenaise, une zone aussi importante sur des terres agricoles. J'avais d'ailleurs, lors de l'enquête publique, communiqué au commissaire enquêteur petit document de 2 pages, j'expliquais les raisons pour lesquelles ce projet me paraissait au moins mériter un autre examen. Voilà. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que la demande qui a été formulée auprès du ministère de la déclaration, de l'annulation de la déclaration d'enquête publique, d'utilité publique, pardon, ce n'est pas une remise en cause d'un projet économique. On ne veut pas, que cette idée-là continue à être instillée par les porteurs du projet. Nous, ce qu'on demande, c'est que tous les aspects de ce projet soient re-questionnés à la lueur, justement, des textes qui, depuis une dizaine d'années, sont sortis sur cette thématique, à la lueur aussi des risques environnementaux, à la lueur d'un certain nombre d'éléments, des risques aussi économiquement, de savoir qu'est-ce que cette zone va représenter, qu'est-ce qui va s'y passer, quelle est la thématique de cette technopole qu'on nous annonce, et où sont ces 4 à 5 000 emplois aussi qu'on nous agite. Voilà, c'est re-questionner tous ces aspects pour voir s'il n'est pas possible qu'un développement économique ne se fasse selon d'autres critères que ceux qui ont été retenus là et qui sont parfois assez bruts. Hein. On fait une zone près de l'autoroute parce que des industriels demandent des zones qui soient visibles de l'autoroute. On ne sait pas quels sont ces industriels, on ne sait pas ce qu'ils vont y faire, mais on fait une zone. Au passage, on sacrifie plus de 200 hectares de terres agricoles, ce n'est pas un problème, puisque manifestement, pour certains, l'agriculture n'est pas de l'économie. Voilà. Donc tout ça, toutes ces réflexions, on les partage, on les agite depuis déjà pas mal de temps, et pour autant, cette déclaration d'utilité publique est tombée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, et on demande simplement d'avoir la possibilité de se mettre autour d'une table et de faire avancer ce projet de manière différente. Alors c'est vrai que récemment, j'ai été attaquée par un des proches du président de l'Aglo, qui ne l'a pas fait lui-même. Il a envoyé quelqu'un me rappeler à mon devoir, et qui disait notamment que ce projet avait 15 ans et qu'il s'étonnait qu'au bout de 15 ans, on soit encore à le remettre en question. Voilà, mais depuis 15 ans, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu la loi de modernisation de l'agriculture, il y a eu la loi d'avenir, il y a eu des directives européennes, il y a eu la loi ALU, il y a eu quand même une prise de conscience et un certain nombre de textes qui portent cette prise de conscience et qui ont été complètement ignorés par l'enquête publique, puisque la déclaration d'utilité publique a conclu que toutes les observations qui avaient été faites ne méritaient pas que cette enquête se termine autrement que par la déclaration d'utilité publique. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une façon de dénoncer la façon dont se passent aujourd'hui les enquêtes d'utilité publique. Je considère qu'à partir du moment où dans les enquêtes d'utilité publique, il y a des observations qui sont soulevées par des organismes, par des associations, voilà, par des gens qui connaissent quand même le sujet dont il est question, qu'il n'y ait pas à un moment donné, dans l'enquête publique, je ne sais pas, peut-être une instance de concertation, peut-être un débat contradictoire, mais qui fasse que ces avis-là soient pris en compte mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ça reste à la discrétion du commissaire enquêteur, et il n'y a aucun moyen démocratique, je dirais,
et à ce stade-là des projets, de pouvoir faire intervenir une autre vision des choses. Pour moi, c'est aussi l'occasion de dire peut-être que les enquêtes d'utilité publique devraient évoluer dans leur forme, qu'elles ne correspondent plus aujourd'hui à l'attente des citoyens et qu'il faudrait peut-être aller vers une autre procédure qui intègre davantage cet aspect-là, c'est-à-dire la prise en compte des avis qui sont, une meilleure prise en compte des avis qui sont exprimés. Voilà, je crois que je vais en terminer là. C'était pour vous dire donc que nous, on n'est pas pour l'annulation d'un projet économique, bien au contraire. On pense qu'il faut des projets économiques, mais on pense qu'il faut qu'ils soient respectueux d'un certain nombre de choses et d'un certain nombre d'avis. Et puis aussi que voilà, la mobilisation des uns et des autres, même si elle s'est faite en ordre dispersé, est quand même active depuis un certain nombre d'années. Voilà. J'en ai assez dit, et puis peut-être dans le courant de la discussion, j'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer à nouveau. Merci Lucette. Voilà. Moi, je vais prolonger. Alors, c'est vrai que tu as insisté justement sur le fait que ce qui s'est exprimé contre cette technopole, alors je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, moi je ne sais pas. C'est un technopole ou une technopole? C'est une, mais le projet est masculin. Oui. C'est pour ça qu'on dit plutôt le... Mais c'est un pôle. C'est un pôle, ouais, et c'est une technopole. Bon, bref. Qu'importe le flacon. Oui, donc c'est pas... Bon, ça fait, Dionys dit, ça fait 15 ans qu'on en parle, effectivement, mais c'est vrai qu'on en a parlé plus sérieusement, on va dire peut-être à partir des années de l'US5, et qu'on s'est justement, on s'est exprimé à plusieurs reprises, quelquefois d'ailleurs de façon assez douloureuse, puisque je me rappelle d'une réunion de l'agglomération au siège de la CCLB, là-bas à la zone, où on a fini par pouvoir dire ce qu'on avait à dire, mais où ça n'a pas été facile. Il a fallu taper du poing sur la table, n'est-ce pas, Joseph? Il y a eu deux réunions de concertation à Sainte-Colombe, alors dites de concertation, et où là aussi on a essayé de dire un petit peu qu'on n'était pas d'accord et qu'il fallait accepter que tout le monde se mette autour de la table, y compris ceux qui avaient d'autres propositions à faire, mais ça n'a jamais été entendu. Donc moi, j'appelle pas ça des réunions de concertation, et ça rejoint d'ailleurs le problème des enquêtes d'utilité publique, où il n'y a jamais qu'une version de présentée, et qu'en général, elles ne sont pas prises en compte, mais bon, il y a des exceptions, puisque bon, sur la LGV, n'est-ce pas, nous avons eu l'heureuse surprise d'avoir des avis opposés à l'avis dominant qui a été pris en compte. Mais pour dire que voilà, il y a quand même des choses à faire évoluer, non seulement dans la procédure, mais également dans l'attitude des élus de l'agglomération à être ouverts un peu plus quand même à un débat qui puisse être contradictoire, et qu'on puisse arriver à un projet de développement de l'agglo, car c'est bien ça qui nous intéresse au final, et pas seulement le plaisir de s'opposer à ce projet-là, à un projet partagé de développement de l'agglomération à Genève. Alors, tu y as fait allusion, c'est vrai que depuis ces années que ce projet se discute, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en matière de préservation du foncier. Il y a une véritable prise de conscience qui s'est faite sur la nécessité absolue de tirer la sonnette d'alarme et de revoir justement notre façon d'organiser l'urbanisation et le développement en général, parce que la question du foncier est essentielle pour l'alimentation, pour notre alimentation, pour l'alimentation de l'avenir de la planète, puisque on sait que la population ne va pas arrêter d'augmenter. La question du réchauffement climatique également. Vous savez que si on augmente de 4 pour 1000 le stock de carbone dans le sol, on absorbe tout le CO2 produit sur la planète. Donc la question de la préservation du sol fertile est quelque chose d'essentiel. C'est d'ailleurs une réalité qu'on ne rappelle pas assez souvent, est une question essentielle par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc dans différentes recommandations de l'Europe, des lois qui sont intervenues. Moi, je regardais encore ce matin à la région, nous examinions le contrat de plan État-région. Bon, il en est question de la préservation du foncier.
l'exposition universelle de Milan prévoit des tables rondes, des conférences sur cette problématique, donc c'est pour dire qu'on baigne quand même autour de cette problématique-là, mais il semble que la communication ne parvienne pas jusqu'à l'agglomération d'Agen, et donc là, je ne sais pas, il va falloir faire quelque chose, parce qu'il y a sans doute des réseaux téléphoniques ou de médias voilà, Agen est et l'agglomération d'Agen est sans doute une île dans ce bain de débats et de préoccupations donc, qui semblent être partagées plus largement ailleurs. Encore que je ne me fais pas d'illusion, je pense qu'il y a des agglomérations d'Agen ailleurs qu'ici, et que bon, on est loin d'avoir atteint, disons, le niveau optimum en matière de préservation du foncier, y compris ailleurs. Voilà, donc nous sommes allés donc au ministère pour demander l'annulation de la DPU, parce que ça nous semble être un préalable indispensable pour rebattre les cartes sur cette question-là. Donc on ne va pas le redire, on l'a dit bien des fois, on est là en présence de terres agricoles qui sont de bonnes terres, irrigables, et donc on a évoqué à plusieurs reprises la question de cette nappe phréatique qui se trouve sous ces terres et qui n'est pas en lien direct avec la Garonne, et on a quand même des éléments solides pour dire qu'elle est alimentée par les coteaux ou les Pyrénées, enfin en tous les cas on sait très bien que l'eau qui se trouve pas très profondément en sous-sol de cette zone et donc qui est utilisable pour l'irrigation, n'impactera pas le niveau de la Garonne. C'est-à-dire, il y a quand même assez peu d'endroits où on a comme ça les conditions réunies. Voilà, donc quand on pense qu'ailleurs, on se bat pour pouvoir faire des réserves, pour pouvoir irriguer à tout prix, et à grand renfort aussi de financement et d'atteinte à l'environnement. Donc voilà, je pense que ça vient encore accentuer le fait que ça nous paraît aberrant d'artificialiser ces terres-là. Donc sur la question de faire autrement, on a commencé à réfléchir à cette chose-là. Bon, le préalable pour nous, comme l'a dit Lucette, c'est se mettre autour de la table, accepter qu'autour de la table, il y ait tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont en mesure de faire des propositions, et nous en faisons partie. Donc, se mettre autour de la table, on ne veut pas imposer nos idées en la matière, mais on veut les confronter et on veut pouvoir en discuter avec les responsables des élus de l'agglomération. Et dans les points que nous mettons en avant, il y a d'abord la question de la disponibilité des terres sur l'agglomération et au-delà, puisque nous avons avancé comme argument pour la remise en cause de cette zone, c'est le fait qu'il y avait des terres disponibles ailleurs. Et là-dessus, bon, les chiffres, il y a différents chiffres qui circulent. Mais ce que l'on demande, c'est précisément une expertise là-dessus, qu'on sache enfin, parce qu'on sait qu'il y en a. Physiquement, on peut les désigner. Mais pour avoir une idée plus précise justement de ce qu'il y a réellement et de la façon dont on pourrait les utiliser, ben, faisons une expertise de la réalité. Deuxième point, ce qui nous paraît essentiel, je dirais, avant même enfin en tous les cas, ce qui nous paraît aberrant, c'est de se lancer dans un projet avec mobilisation importante de terre sans avoir déterminé un projet cohérent, un projet dynamique et un projet partagé. Moi, je pense que le développement économique, il ne tombe pas du ciel, et ce n'est pas parce qu'on va réserver des terres et beaucoup de terres qu'il va tomber comme ça automatiquement. Je pense que le développement économique, il se fait d'abord en mobilisant des acteurs, en mobilisant même une population. Et ça ne s'improvise pas, mais ça s'organise
à travers l'information, la concertation. Et ça, moi je dis, ça n'a pas eu lieu. Et si on veut entraîner véritablement un développement dynamique de l'agglomération genèse, il faut commencer par ça. Et après, on trouvera toujours de la terre et de quoi loger les entreprises, même si on sait qu'il faut quand même anticiper en matière de foncier. Mais commençons par ce qui nous paraît absolument indispensable, la mobilisation du territoire et l'élaboration de projets cohérents avec les ressources du territoire. Et là, l'agriculture et l'agroalimentaire sont des choses importantes sur ce territoire. Bon, l'agropole en témoigne, mais je pense que l'agropole ne met pas fin au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur notre territoire. Il y a sans doute des choses encore à tenter. Et il y a d'autres réalités. En même temps, c'est vrai que la zone ici, enfin le département, n'est pas voué qu'à se développer autour de l'agriculture seulement. Il y a d'autres pistes possibles, les énergies renouvelables en sont. Et je pense d'ailleurs qu'en général, le milieu rural est particulièrement bien placé pour être un acteur majeur des énergies renouvelables. Donc, penchons-nous sérieusement sur la question. Il y a d'abord une entreprise importante qui est déjà là. Donc, sachons prolonger justement ce début de développement. Il y a la pharmacie aussi qui est présente et voyons aussi de ce côté-là qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Il y a l'aéronautique. En matière aéronautique, il y a également une présence en Lot-et-Garonne et il y a des choses nouvelles tout à fait révolutionnaires entre guillemets qui sont à faire et pourquoi pas notre territoire ne pourrait pas se placer dans cette dynamique-là. Mais enfin, en tous les cas, voilà, moi je cite comme ça un certain nombre de pistes, je ne prétends pas être exhaustif. En tous les cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que justement on le pose clairement et qu'on explore très sérieusement toutes ces pistes avant même voilà, d'être capable de dire on va le mettre là ou là. Voilà, eh bien oui, je suis trop long sans doute, en tous les cas, je m'arrête puisque j'y suis invité. Merci beaucoup Bernard, vraiment, je remercie. Je vais essayer d'être un petit peu plus bref que Bernard. Ça va être difficile. Si tu en es capable, très bien. D'accord, moi je vais faire un effort. Non, il me semble que dans ce dossier, il y a deux aspects importants, un qui a été évoqué et l'autre aussi, chacun à sa façon. Dans un cas, il y a le respect de la démocratie, je crois. Et ce n'est pas le cas dans ce dossier. Et puis après, il y a la couverture des besoins au niveau économique, donc au cadre du développement économique. Au niveau du respect de la démocratie, le moins que l'on puisse dire aujourd'hui et redire, c'est que dans le suivi de ce dossier par celui qui en est la locomotive ou le porteur, le maire ou le président de la communauté d'Aglo, il y a pour le moins, on peut le dire aujourd'hui, un non-respect de la démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on porte ou qu'on met en avant un projet important, tout le monde peut avoir une idée, voilà. Même le président de la communauté d'Aglo peut avoir une idée, mais ça ne l'évite pas, de devoir travailler avec les acteurs de terrain, quels qu'ils soient. Voilà, les organisations, les associations, les citoyens, les autres élus, etc. Et je crois qu'effectivement, il a voulu à tout prix amener ce projet au forceps, et à mon avis, ça a été un des éléments majeurs du clash qu'il y a aujourd'hui. Voilà, quand on ne respecte pas la population et ses acteurs, on arrive à cette situation et à s'enferrer dans cette situation qui n'est pas bonne. Et je crois que quand on est un pays comme la France, les élus ou les élus qui couvrent un territoire important se doivent de montrer l'exemple, voilà, du respect de l'ensemble. Donc je pense qu'il faut revenir aux bases et reprendre les choses par le bon bout et dans le cadre de la concertation démocratique et l'intervention des uns et des autres sur le plan respect de la démocratie. Au niveau du côté développement économique, moi je fais partie, Lucette l'a évoqué, Bernard aussi, je crois que le développement économique est intimement lié à la vie d'un territoire, à la vie sociale, à la vie économique, est intimement lié. Donc il nous faut penser effectivement comment organiser les choses pour aider au développement économique. Mais cette chose forte, je crois, que je dis très, très fermement, ne veut pas dire qu'on fasse n'importe quoi. Je le disais au niveau de la démocratie, maintenant je vais parler plus techniquement au niveau de ce pôle d'activité. Il y a donc 25 ans maintenant, ou 30 ans, d'ailleurs le projet a une trentaine d'années au départ, l'idée a été de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'agropole, qui couvre une surface de 35 hectares, je crois, et qui a couvert les besoins pendant 25 ans.
il y a aujourd'hui des possibilités d'extension de l'agropole qui ont été volontairement inexploitées. Je dis bien volontairement. Donc, il faut quand même, par rapport à l'existant, regarder ce que l'on peut faire. Je crois qu'effectivement, il y aurait entre une trentaine d'hectares, 30 à 40 hectares de disponibles pour l'extension de l'agropole. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas regardé ça de plus près, et certains élus, ils l'ont regardé, ils l'ont entendu. Ensuite, donc, il y a cette technopole, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui. Technopole. Je crois que le problème qui est posé là est une question de démesure. Effectivement. Moi, je pense que si le projet avait été un petit peu plus à taille humaine dès le départ, je ne citerai pas d'hectares, taille humaine, voilà, comme les autres pôles d'activité du département, que ce soit celui de Samazan, de Damazan ou de l'agropole, il n'y aurait pas les conflits qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut revenir à la case de départ. Il faut effectivement repenser en termes de besoins, voilà, estimer les besoins, parce qu'à un moment donné, imaginez un pôle d'activité de 220 hectares énorme qui serait capable d'accueillir les entreprises des autres pôles d'activité pas très loin et on vide d'un côté pour remplir l'autre. Je ne crois pas que ce soit l'objectif qui soit intéressant pour le développement économique. Prendre une entreprise d'un côté d'Agen pour aller la mettre parce qu'elle est moderne, parce que c'est vrai, parce qu'on lui fait la cour, parce que je crois que c'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, il faut refaire les choses et calibrer, si on peut dire, un pôle économique ou une zone économique qui corresponde réellement aux besoins et qui soit une dimension beaucoup moins importante que ce qu'on nous propose aujourd'hui avec ces 220 hectares qui sont un petit peu pharaoniques par rapport aux besoins de l'ensemble de l'agglomération agenaise. Tu vois que j'étais pas trop long. Merci Raymond. Du coup, j'ai proposé à Anne Olivia de continuer en tant qu'élue communautaire. Bon, alors moi, ce que je vais reprendre sur les thèmes surtout de l'information et de la concertation. Je fais partie d'une commission du conseil d'agglomération et avec mes collègues, on a quand même remarqué que les informations étaient déjà très partielles, très lapidaires, que ce n'était pas forcément les mêmes selon les commissions, quand elles passent en commission et en conseil, et qu'il y avait très peu d'espace à la discussion. Ça, c'est petit 1, donc effectivement, je reprends tout à fait en vécu le problème de démocratie. Ensuite, je voulais ajouter quelques éléments sur la législation qui favorise la stabilisation de l'artificialisation des terres. Pour dire que dans le plan d'aménagement et de développement durable qui avait été validé en 2013 seulement sur 12 communes, ça avait déjà été indiqué qu'il fallait limiter le développement de l'artificialisation de 30%. Donc là, on en est très loin. Ensuite, le problème de cohérence environnementale concernant une technopole qui va artificialiser des terres dans le cadre lié avec le réchauffement climatique. Donc il va accentuer un réchauffement pour lequel il est prévu de construire des bacs, des bassins en cas d'inondation qui pourraient compenser le fait de l'artificialisation. Je trouve ça assez pas cohérent, un manque de sens total. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter? Simplement qu'il nous a été présenté en commission cadre de vie une analyse HQE de cette DAG. Cette DAG artificialise, mais on nous demande quand même de valider une haute qualité environnementale. Ce qui rejoint un peu ce que disait Bernard concernant le stockage de carbone. Le cluster qui va s'installer pour dire attention au réchauffement climatique, il va falloir. Voilà. Il va falloir veiller à ne pas artificialiser, mais on artificialise pour dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Ensuite, au niveau budget, 65 millions de la TAG avec un déficit prévisionnel de
financements qui ne sont pas établis. Donc tout ça quand même fait qu'il y a quand même des questions à se poser sur la validité de ce projet. Point. Merci. Donc Jean-Philippe Magas. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais simplement sur le fond, ça, on dirait un projet trop grand, trop cher, ce qui est dit, ringard, c'est-à-dire qui ne tient absolument pas compte d'une situation actuelle, et Lucette disait, depuis 15 ans, il s'est quand même passé suffisamment de choses, et parfaitement schizophrène. Parce qu'en même temps, ce que tu disais, c'est un projet qui veut s'inscrire dans un air du temps dans lequel, tu viens d'en parler, il y aurait un cluster qui serait le cluster eau et climat, qui aurait pour but de rassembler des entreprises réfléchissant et promouvant la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'eau. Et là, c'est complètement schizophrénique. Quand on sait ce qui a été dit sur l'eau, sur la terre, sur ce que c'est, et sur le réchauffement climatique, on est dans quelque chose qui n'a plus de sens. Hein. Et alors, il y a aussi tout un environnement économique maintenant, où il y a plein de choses qui sont bouleversées, c'est-à-dire la LGV qui devrait être liée, la gare qui devrait être liée, tout ça, il faut le mettre dans une cohérence d'ensemble qui a littéralement explosé. Donc je crois qu'il suffit d'être sérieux. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'agglomération et les personnes qui sont à la tête de l'agglomération veulent être des gens sérieux, qui font des projets sérieux, qui parlent d'investissement de manière sérieuse. Et finalement, tous ceux qui s'opposeraient à eux seraient des gens qui ne seraient pas sérieux. Si vous faites la somme de tous les arguments qui viennent de vous être avancés ici, je pense qu'on ne peut pas être plus sérieux que ce que nous sommes. Bon, est-ce que ça va continuer? J'ai envie de dire, c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans une aberration. Si ça continue, c'est de la fuite en avant. Et là je m'inquiète un tout petit peu. Là, c'est sûr. Merci beaucoup. Tu veux rajouter un point? Oui, justement. Concernant cette fuite en avant, en plus, on s'appuie sur des choses qui ont déjà été mises en place. On a rencontré des gens du Pas-de-Calais, par exemple, qui nous ont raconté que pendant 20 ans, ils avaient lutté contre une artificialisation de 70 hectares qui promettait nous émerveiller en termes d'emploi, et qu'en fait, il y a une entreprise qui s'est installée sur ces 70 hectares et que tous les emplois ont été orientés sur l'île. Donc, bénéfice net, une perte sèche en milliers d'euros pour aucun résultat. Donc, il y a eu quand même pas mal d'exemples en France qui prouvent que ce schéma-là est démodé. Enfin, bon, je ne vais pas dire un gars, pas d'actualité. Merci. Donc on va continuer avec les questions privées de la Confédération paysanne. Oui, alors nous, évidemment, les paysans, on est plus serrés de voir les meilleures terres du département, haute valeur agronomique, les vallées de Garonne, avec un potentiel d'irrigation, un réseau qui est disponible. Donc ça c'est totalement insupportable pour tous les agriculteurs. Donc on est unanime, que ce soit la FNSEA, les jeunes agriculteurs, le MODEF, la Confédération paysanne, nous avons communiqué là-dessus pour dire que ces terres agricoles, bien, ce sont des réservoirs d'emploi si on les préserve. Donc il est capital qu'une démarche de protection des terres soit intégrée dans tout acte de développement. Et bon, on s'interroge quand même que dans l'économie, on ne soit pas capable de créer les conditions de rassembler des porteurs de projets. L'économie existe que s'il y a des porteurs de projets. Nous, on est agriculteurs, on est porteurs de projets, on est producteurs de richesse. Donc avant de produire des espaces, des hangars et des parkings, il faut peut-être aussi avoir une méthode à rassembler des porteurs de projets. Et là, on s'aperçoit que la méthode, elle n'est pas au rendez-vous. Et ça, comme tu l'expliquais, on est vraiment dans une démarche du 19e siècle avec des grosses entreprises, des grandes usines. Non, c'est fini. On est dans l'ère du numérique, on est dans les clusters, on est dans une autre démarche économique. On a un potentiel dans ce territoire, on peut faire pas mal de choses, mais préservons les terres. Ça, c'est vraiment le message des agriculteurs et je ne peux pas dire autre chose que ça. Je m'arrête là. Merci d'avoir fait aussi court. Donc du coup, on va enchaîner avec la chèvre de Terre de Liens. Oui, moi je suis invité parce qu'on est en plein dans le centre du débat. Terre de Liens est une association qui fait appel à l'épargne populaire, à l'épargne citoyenne, pour acheter du foncier et installer des agriculteurs. De plus en plus de collectivités font appel à Terre de Liens. Je pense au
Grand Périgueux, avec lesquels je travaille directement, mais aussi à la cuve Bordeaux, et d'autres, comme le Lot-et-Garonne d'ailleurs. À deux niveaux, les collectivités font appel à Terre de Liens. La première, c'est éventuellement en mettant des fonds, des fonds qui appartiennent aux citoyens, hein, puisque c'est des fonds publics, pour permettre à Terre de Liens d'intervenir en cas d'urgence pour acheter, par exemple, une exploitation qui présente un intérêt majeur pour une préservation environnementale ou une installation. C'est le cas, entre autres, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a mis, ce chiffre nous fait rêver en Aquitaine, qui a mis 1 million d'euros à disposition de la Fondation Terre de Liens pour être réactif sur le marché foncier. Ce qui se fait encore plus couramment, c'est que ces collectivités font appel à Terre de Liens pour acquérir du foncier, installé en zone périurbaine, et en faisant appel, encore une fois, à la collecte citoyenne. C'est très gratifiant pour une collectivité publique de dire les citoyens prennent en charge leur destin, tant au niveau de l'environnement que de la qualité des produits qu'ils vont manger, de proximité, que la préservation de zones, en préservant des zones agricoles dans les zones urbaines. Voilà. Donc, Terre de Liens, sur un projet comme ça, pourrait être intervenant, encore une fois, faisant intervenir le mouvement citoyen dans une décision collective qui concerne bien tout le monde. Merci beaucoup. Donc du coup, Jean-Pierre Lacave, vous allez intervenir pour la CEPANLOG. Bon, la CEPANLOG, vous savez ce que c'est une société de protection de la nature. Nous n'avons pas spécialement, ne sommes pas faits spécialement pour travailler dans des conflits comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourtant, c'est vrai que si nous sommes reliés à ce mouvement, c'est parce que déjà, comme ça a été explicité ici, les terres agricoles sont impactées vraiment sérieusement, et cela nous gêne beaucoup, nous dérange beaucoup. Mais aussi, je voulais dire que nous ne sommes pas, nous non plus, contre le développement. Le développement économique. À partir du moment où il se fait correctement. Là, dans ce projet, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il n'y ait pas eu d'études vraiment sérieuses de fait sur ce que l'on pourrait faire dans les autres zones, en les requalifiant, en les revivifiant, en les remettant peut-être au goût du jour. Là, on ne comprend pas. On va supprimer des terres agricoles, mais on ne regarde pas ce qu'il y a autour, ce qui est l'existant, comment on peut l'utiliser, comment on peut le valoriser. Ça nous gêne beaucoup. C'est un des éléments qui nous a fait rejoindre ce mouvement. Ensuite, on est conscient que les dégâts environnementaux, quand il y a du développement, généralement, il se fait sur l'environnement. C'est la nature qui paye le tribut, qui paye un tribut à chaque fois, quel que soit ce développement. Aujourd'hui, ce qui va se passer pour cette zone, pour cette PAG, cette zone, avec tous les travaux annexes qu'il va y avoir, c'est vrai que ce sont des habitats d'espèces, des espèces d'intérêt communautaire qui vont disparaître. On le sait, ça a été étudié, les études le montrent, ça va disparaître. Pourquoi donc? Pour peut-être rien du tout, alors qu'il y aurait d'autres solutions. Nous n'acceptons pas cela. Voilà un peu le sens de notre intervention dans ce mouvement. Voilà, c'est à peu près ce que je vais dire. Merci. Claude Semin. Bien. Vous me connaissez en tant qu'anti-LGV, mais je ne parle pas de la LGV aujourd'hui. Je suis là en tant que citoyen, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce soir, et surtout pour mon ancien métier. Il se trouve que dans ma vie, j'ai des consultants en stratégie logistique et industrielle. Et ce genre de création d'emploi, pour le compte de mes clients, qui étaient des entreprises, j'en ai fait entre 15 ou 20. Donc, il y a une méthode, il y a une technique, bon, vous allez dire, elle est administrative,
administrative, elle est déconnectée du terrain, c'est possible, mais c'est comme ça qu'on fait. Avant, je voudrais dire un exemple quand même sur l'utilité publique, et Mme Lusseau n'en voudra pas. Il y en a une qui vient de se terminer sur l'NGV. Nous avons eu une contribution. Il ne faut pas tout dire qu'il y a des enquêtes dans lesquelles il n'y a pas de contribution des gens, et il y a une enquête solide avec plein de gens qui sont venus, il y a 20 000 personnes qui sont venues contribuer. La commission d'enquête nous a écoutés. Elle a publié un rapport. En tant que citoyen, j'ai contribué sur les 2 enquêtes du public, tant dans l'agglomération d'Agen, pour le SCOT, et pour le TAG. Et on n'a pas tenu compte. On n'a pas tenu compte. D'abord, ils ont disparu, ils n'ont pas été cités comme d'autres. Hein, je ne suis pas tout seul. Et là, je parle bien en tant que citoyen. Et là où j'ai dit, si vous voulez développer une zone, j'ai fait une contribution pour le président du Conseil général de l'époque, qui me l'avait demandé. Je lui ai dit ce que je pensais, je ne veux pas dire expert, mais professionnel. Pour développer une zone d'activité, généralement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait un inventaire. Est-ce que ça justifie ou pas? Et là, je reviens sur ce que mes collègues ont dit précédemment. La deuxième chose, généralement, on s'appuie sur ses forces. Hein? Qu'est-ce qu'on est, hein? Et pour créer une zone, eh bien, il y a 2 aspects pour un industriel, quel qu'il soit. Qu'il soit logisticien, pharmacien, boulanger, que sais-je encore. L'amont, est-ce que si je crée une entreprise, je vais trouver les ressources amont? Est-ce que je vais trouver la matière première? Est-ce que je vais trouver les matières de conditionnement? Est-ce que je vais trouver du personnel? Est-ce que je vais trouver de l'expertise de personnel? Est-ce que l'endroit où je vais créer des choses, parce que si par exemple on veut créer des experts dans un domaine dans lequel il n'y a aucune entreprise, c'est un peu difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on regarde la zone d'achalandise sortie. Bon, s'il n'y a pas de clients, moi, ma spécialité, je suis reconnu comme tel en France depuis une trentaine d'années maintenant. Généralement, quand on crée une zone logistique, alors c'est soit pour des petits transports, mais généralement, on regarde quels sont les clients qu'on a à développer tout autour. Hein? S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien d'installer. Alors, il y a toujours des transporteurs, mais si c'est pour y stocker des camions, ok, bon, mais c'est pas ce qu'on appelle vraiment la logistique. Alors, il y a eu le grand rêve d'Amazon. Posez-vous la question d'Amazon, entreprise mondiale, qui va s'installer là. Alors, elle cherchait un terrain, certes, ça c'est indiscutable. Sauf que Amazon ici, près de qui va-t-il aller? Il couvre mondialement. Il couvre européen, donc il va là où il y a le minimum de coût de transport, hein. Or il ne va rien trouver, alors il va remonter sur Paris, il va remonter sur l'île, il va redescendre, après il va buter. Donc si vous voulez, c'est irrationnel pour un industriel. Donc ça je l'ai écrit, je l'ai décrit, bon, ça n'a pas été tenu, mais si je peux aider, et c'est la raison pour laquelle je suis là, j'apporte cette contribution. La deuxième chose, le grand mythe de la création de zones, c'est valable pour tous les, comment dirais-je, tous les élus. Et c'est légitime, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient très grands. Ils veulent tous créer de la richesse pour l'endroit dans lequel on est. On ne peut pas le reprocher. Bon. On crée des zones industrielles, je n'ai pas le chiffre en France, mais si je cherchais, on va le trouver, Internet maintenant est là, le nombre de mètres carrés disponibles en France pour des gens et des élus qui veulent créer des zones d'activité, c'est monumental. Plus spécifiquement, la grande idée du TAG, c'est la LGV à Agen. La probabilité qu'elle ne se fasse pas existe, il est possible qu'elle se fasse. Mais ce qui est clair, c'est que le développement économique pour les villes intermédiaires n'est pas apporté par la zone, par la LGV. C'est absolument évident. Il y a eu des études qui ont été faites en France, il y a un recensement qui a été fait, et ce n'est pas parce qu'on a contacté 20 ou 50 entreprises que pour autant on va trouver 20 à 50 entreprises. Hein.
Reims, avec sa gare, eux, ils ont la gare centrale d'Agen, la gare centrale de Reims et la gare ex-urbanisée, comme on dit. Ils ont lancé plus de 50 000 appels pour créer des emplois, pour créer des entreprises. Combien il y en a eu? Il y en a eu 4 à la sortie, mais à Reims, c'est pas rien. Donc je veux dire, il y a des critères absolus pour créer une zone, c'est ce que je voulais dire, c'est ma technicité et ma contribution. Et la deuxième chose, maintenant que la probabilité, la LGV n'apporte rien, alors maintenant on me dit que c'est déconnecté, que la LGV, la zone de Saint-Colombe n'est plus liée à la LGV. Bon, c'est bien, mais... hein? La gare l'été. La gare, oui. La gare, oui, bien sûr, la gare. C'est pas forcément ce qui crée de l'emploi, peut-être une quinzaine d'emplois. On est d'accord, mais la gare l'été, Voilà. Donc, voilà. voilà ce que je voulais dire, et c'est ma contribution au débat, et si je peux être par rapport au document qu'on avait dit. Oui, alors, on nous dit que il y a un certain nombre de dossiers en cours, bon, visiblement il y en a une vingtaine, dont une grande partie sont ceux qui viennent du territoire, 12 entreprises endogènes, par rapport à 10 exogènes, celles qui viennent de l'extérieur, qui se répartissent essentiellement, d'ailleurs, la plus grande partie, c'est des logisticiens, donc des entreprises de logistique. Par contre, les dossiers qui sont probables d'arriver, eh bien, on ne sait pas trop parce que c'est 4, mais ça veut dire que quelque part, au niveau de la méthode, il y a un problème. Parce qu'on peut contacter beaucoup de personnes, je vous répète, hein, aller voir la zone de Reims, aller voir la zone de Picardie, aller voir la zone de Vendôme, aller voir la zone de Valence, aller voir toutes les zones, ça sont celles que j'ai visitées. Mais c'est pas encore un grand succès, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je tiens à disposition de la presse les documents en question. Merci Claude. Donc du coup, j'ai la lourde charge de conclure en tant que représentant de filière Pays d'Âme. Les différents points qui ont été mis en avant, il y en a quelques-uns, je pense, qui peuvent être rappelés utilement. Tout d'abord, c'est qu'effectivement, nous ne sommes absolument pas contre une création de richesse sur le territoire, bien au contraire. Que par rapport à cette création de richesse, nous pensons par contre que le projet de la TAG n'est absolument pas en capacité d'y répondre. Il est symptomatique de ces mauvais projets de développement économique que beaucoup de territoires subissent, à savoir que d'ores et déjà, il y a une implantation quasi systématique sur les terres agricoles, ce qui est quand même un sérieux problème, puisque effectivement l'agriculture est une activité économique à part entière, et c'est même la première, c'est le secteur primaire. Ensuite, il y a le problème du surdimensionnement quasi systématique, c'est-à-dire le gaspillage du foncier. On ne cherche pas effectivement à faire de manière optimisée, économe, on cherche à s'étendre de manière excessive et boulimique. D'ailleurs, il y a un certain Gérard Laura qui parle de boulimie foncière, qui est donc représentant au niveau de l'Association des régions de France de la question de la préservation des terres agricoles. Et le terme de boulimie foncière, je pense, est extrêmement bien vu. Et puis le troisième élément qui est très symptomatique de ces mauvais projets de développement économique, c'est le manque de concertation. Et je pense que le projet d'Agen, le projet de la TAG, porté par Hugo d'Agen, est assez symptomatique effectivement de ce manque de concertation absolument facteur de blocage. Et aujourd'hui, on le voit. Donc par rapport à ça, la nécessité absolue de préserver les terres agricoles, je pense qu'elle a été largement développée, c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport effectivement à cette demande de préservation de la plaine de Sainte-Colombe, eh bien il y a aussi un projet alternatif que nous proposons. Nous ne sommes pas contre effectivement simplement un projet, nous sommes dans une proposition alternative. Cette proposition alternative, donc elle se base sur plusieurs points. Déjà le fait de mettre en avant des éco-filières, ce qu'on appelle maintenant le clean tech, c'est-à-dire l'économie de demain. Il faut permettre à Agen, à l'agglomération d'Agen, effectivement, de prendre vraiment le virage du XXIe siècle. Donc Bernard Perret a parlé effectivement de la question des énergies renouvelables. Il y a l'entreprise Fonroche par exemple. Il y a tous les biogaz qui peuvent être liés à l'activité agricole notamment. Il y a tout ce qui est lié à la phytopharmacie. Comment est-ce qu'avec un secteur pharmaceutique fort, on peut articuler avec une agriculture et un agroalimentaire qui est également fort sur le territoire, de nouveaux secteurs d'activité qui peuvent intéresser notre territoire. Il y a les phytomatériaux également qui peuvent intéresser
intéresser l'habitat, donc la transition énergétique bien sûr par rapport à l'habitat, et pourquoi pas, on peut planer un petit peu l'aéronautique, il ne faut pas se priver effectivement de regarder vers le ciel. Pour des technologies tout à fait particulières. Tout à fait, et là-dessus, effectivement, le territoire d'Agen, avec un aérodrome, a un potentiel intéressant. Dans le cadre de l'aérospace Vallée, effectivement international entre Toulouse et Bordeaux. Donc là, on a vraiment des propositions très concrètes qui ne sont pas du tout de l'ordre du retour à la bougie. On est vraiment aussi, quelque part, ancré dans une transition de notre économie à l'échelle globale. Ensuite, il y a par rapport au projet agricole, bien entendu, le fait de préserver ces terres agricoles pour y développer ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial, qui est un nouveau dispositif de la loi d'avenir agricole, notamment basé sur tout ce qui est lié au circuit court et à la restauration collective, à une transition des modes de production agricole vers des formes plus écologiques. Et puis, il y a aussi des propositions sur une agriculture de forme plus alternative encore, une agriculture de type social et culturel, qui peut mettre en place des jardins partagés par exemple, qui peut mettre en place de la vente à petit prix, voire à prix libre pour des personnes à faible revenu, dans ce cadre effectivement d'économie démonétarisée, qui peut mettre en place de l'expérimentation en permaculture pour aussi offrir d'autres perspectives en termes de production. Et ça, je tiens à signaler, c'est peut-être intéressant aussi dans le débat par rapport au début de la rencontre qu'on a eue, que ce sont des positions qui peuvent être portées notamment par les jeunes qui habitent la zone à défendre actuellement, donc, qui est chez Joseph Bonotto. Et ça, c'est intéressant parce que par rapport aux difficultés qu'on voit, on voit qu'il y a peut-être aussi là des points quelque part de rencontre, et qu'il y a aussi une approche positive qui peut être faite de cette démarche-là, sachant qu'on sait que ça pose aussi un certain nombre de problèmes, et puis que la presse, effectivement, est très à l'écoute de ce genre de choses. Donc, on vous intéresse aussi à aller voir ces aspects positifs qui peuvent donner une autre dimension à toute cette démarche commune de combat face à la TAG. Ensuite, quelque part, pour toutes ces raisons, il y a eu une forte mobilisation, notamment 41 élus locaux, parlementaires, européens, qui sont mobilisés. Il y a eu la rencontre avec le ministère de l'Agriculture. Par rapport à cette demande finalement d'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet qui a été présentée à Madame Ségolène Royal, ou en tout cas à son équipe, nous attendons une réponse. Nous pensons que cette réponse doit arriver quand même de façon rapide, parce que sur le territoire, il y a des facteurs de tension réels, notamment en lien avec la coordination rurale qui a déjà montré sa capacité de nuisance et de destruction et de trouble de l'ordre public. Nous pensons par ailleurs que, quelque part, le PLUI, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunautaire qui est en train de se mettre en place, peut permettre que la concertation qui n'a pas eu lieu jusque-là ait enfin lieu et que cette annulation de la déclaration d'utilité publique le permette. Et puis nous pensons aussi qu'il y a vraiment un réel besoin d'expertise par rapport aux besoins du foncier agricole, par rapport aux besoins du foncier économique, pour voir comment est-ce qu'on va à la fois positionner et dimensionner ce projet de TAG qui pourrait effectivement voir le jour ailleurs qu'à Sainte-Colombe, si tant est que ça soit intéressant pour le territoire. Voilà, donc je pense que ça fait à peu près le tour de tout. Nous avons des documents que nous tenons à votre disposition, à savoir donc un premier document qui est issu d'un compte-rendu de bureau de l'agglomération d'Agen et qui fait état effectivement du nombre d'entreprises qui ont été démarchées. On n'est pas du tout à la hauteur de la création de 4000 emplois, c'est évident. Et puis nous avons aussi ce fameux projet de développement économique alternatif que nous avons effectivement élaboré ensemble. Et donc nous le mettons à votre disposition, sachant que d'autres documents ont été remis à Madame Royal concernant, un, le courrier de M. Dionis au Premier ministre, et deux, les failles de l'enquête publique. Et ça, pour l'instant, donc, nous les gardons confidentiels. Possiblement, nous pourrons les communiquer à la presse à un moment où nous jugerons opportun, et effectivement, aux acteurs de presse avec qui cela sera envisageable et possible. Donc, nous nous tenons à disposition pour la suite, effectivement, de toutes les informations qui pourraient être utiles sur le dossier. Un point, la déclaration vous demandez l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Vous demandez à ce que les arrêtés du plateau soient déchirés, les arrêtés d'avril 2014. On est bien d'accord. Sur quel fondement vous demandez quel fondement juridique de demander l'annulation de cet arrêté public? Ça doit bien exister, il doit bien y avoir une formulation juridique, des arguments. Alors, strictement par rapport à l'annulation de l'enquête d'utilité publique, on n'a pas d'éléments juridiques décisifs, disons, à formuler dans l'état actuel des choses, sauf que pour l'instant, malgré tout, il y a quand même l'annulation du PLU de Sainte-Colombe. Donc, à Sainte-Colombe, on est retombé sur le plan d'occupation des sols, et qu'entre le projet de la TAG et désormais le POS,
il y a une mise en compatibilité nécessaire à réaliser, là, pour le coup, avec nécessité d'une nouvelle enquête. Alors, qui n'est pas, autant que je sache, de la même nature qu'une enquête d'utilité publique. Bon, ça c'est de toute façon ce qui va se passer. Mais comme au final, une déclaration d'utilité publique relève de l'État. Donc c'est lui, pour le coup, c'est lui seul qui a la possibilité, effectivement, d'annuler, s'il estime, comme nous le faisons, qu'il faut reprendre le projet et la concertation. Voilà. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on se base beaucoup plus sur nos arguments, sur la situation, sur la nécessité pour nous de reprendre ce projet qui justifie notre demande d'annulation. Mais strictement sur cette annulation, on n'a pas d'argument juridique particulier. Prise en compte des dépôts oui. de Mme Dussault, oui. de M. Kamani, d'un certain nombre de personnes dont il n'est absolument pas mentionné. Or, c'est une obligation légale que dans une enquête publique, on dise monsieur Intel ou le groupe Intel, l'enquête sur, encore une fois, l'EUP fait 700 pages. Sur les 700 pages, la commission dit, il y a, je crois, 75 pages sur lesquelles on dit un tel a déposé, un tel a déposé, un tel... Pas juste, non, mais un tel a déposé. Là, mystérieusement, tout a disparu, personne n'a déposé. Il y a un autre élément qui est intéressant, effectivement, aussi dans l'enquête publique, c'est que, bon, non seulement les avis n'ont pas du tout été repris dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur, puisque texto, son discours, enfin, ce qu'il a écrit, c'est aucune observation ne permet de remettre en cause le projet, alors que, en fait, non, c'est même pas, c'est aucune observation ne remet en cause le projet, alors qu'il y en a une quinzaine qui toutes le remettent. Donc là, déjà, on est dans une contre-vérité qui est claire. Et puis, par ailleurs, il y a un élément... Les remarques formulées lors de l'enquête publique ne remettent en cause le projet. Exactement. Donc là, on est dans une contre-vérité qui est objective. Ensuite, il y a un autre élément aussi qui est à prendre en compte, c'est que la réponse de l'agglomération d'Agen par rapport aux disponibilités foncières qui existeraient sur le territoire est la suivante. Au 31 décembre 2013, il y avait de disponibles sur les zones économiques exactement 41 hectares. Or, le diagnostic du cabinet Code qui a été rendu en 2008, lui fait état de 132 hectares, bien 9 pour être précis, donc en 2008, ce qui veut dire qu'il y aurait eu 91 hectares qui auraient été consommés en l'espace de 6 ans, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité économique du territoire. Donc il y a besoin d'une expertise par rapport à ça, puisqu'on voit que les chiffres actuels, ceux sur lesquels s'appuie donc l'agglomération d'Agen sans les sourcer, ne tiennent pas la route. Et donc par rapport à ça, effectivement, juridiquement, peut-être que les choses ont été faites de manière correcte. Sur le fond, effectivement, les éléments sur lesquels s'appuie la déclaration d'utilité publique du préfet ne sont pas étayés. Ce que vous nous avez exposé là, avec pas mal d'arguments dont on a déjà entendu, puisque c'était conséquent à la montée de la délégation à Paris, c'est ce qui va être présenté à la réunion publique de ce soir ou ça n'a rien à voir? Vous êtes les intervenants de la réunion publique de ce soir ou pas? Juste pour comprendre. Oui, d'accord. Enfin, pour certains d'entre nous. Ouais, d'accord. Tout à fait. Et est-ce que demain, on peut imaginer que certains d'entre vous seront en soutien au procès, au référé qui sera instruit par le tribunal d'instance concernant chaque jour subit sa peine à ce sujet-là. Je peux poser une question. Mais je vous réponds, je suis intervenant, je pense... je ne sais pas, comme vous êtes juste à côté, on ne sait pas trop, vous n'êtes pas encore dans une question, je suis intervenant, dans cette question-là, chaque jour subit sa peine, et demain vous aurez la réponse. Moi, je vais modifier la question. Est-ce que vous soutenez individuellement ou collectivement les analystes, en tout cas les opposants à la taille, lors de leur procès demain après-midi? Alors moi, je vais prendre la parole sur cette question parce que j'ai déjà exprimé le fait que je désapprouve l'occupation illégale. Il y a un propriétaire sur cette zone qui a invité les zadistes à venir, ils sont chez lui,
chez moi. Dont acte. Je me connais. Chez toi, dont acte. Mais l'occupation illégale à laquelle qui existe aujourd'hui, je la désapprouve totalement. Je crois que nous avons voulu rester pour un certain nombre d'entre nous dans une démarche qui soit une démarche un peu classique peut-être, hein, mais une démarche quand même qui me semble sérieuse. Et ce qui me concerne en tant que député, je ne souhaite pas que cette démarche-là, à laquelle j'apporte mon soutien, puisse être contrecarrée par des agissements qui pourraient anéantir tous les efforts que nous avons accomplis depuis déjà pas mal de temps. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre aussi de mobilisation, mais je pense qu'elle devrait se circonscrire au terrain sur lequel ces personnes ont été invitées, et pas aller à la provocation et aller au clash, parce que malheureusement, à ce jeu-là, ils peuvent ne pas gagner. Si je peux simplement ajouter une petite chose, je serais assez d'accord sur la maladresse dans un combat, sur cette occupation et le fait que je ne suis pas d'accord. Ceci dit, quand même, en amont, il y a la sélectivité des plaintes judiciaires de M. Denis du Séjour qui est quand même assez extraordinaire. Parce qu'il a porté plainte plus vite que son ombre contre l'occupation de bâtiments qui ne servaient plus à rien depuis 50 ans, sans aucune destruction de rien du tout. Finalement, il ne s'est rien passé dans cette occupation-là, mais c'est un acte illégal. Ceci dit, quand quelques-uns de ses amis à 200 détruisent une partie des biens publics dans les rues d'Agen, il ne porte pas plainte. Il ne fait rien. Et je trouve que c'est quand même un tout petit peu gros de voir finalement l'utilisation de cette occupation que j'ai presque envie de dire que c'est une occupation symbolique et qui pourrait avoir, bon, elle est très maladroite, mais ceci dit, elle est du domaine du symbolique. Hein. Elle ne porte atteinte à rien. Et qu'elle donne lieu immédiatement à cette plainte judiciaire, je trouve ça quand même un peu gros. Et vous vous souvenez que je me suis pris à partie avec M. Denis du Séjour sur le fait que face à la coordination rurale, il n'a strictement rien fait, sinon cette proposition absolument ridicule, hein, où il a fallu d'une livraison de quelques millions de tonnes de pommes de terre pour... Donc, en cela, je trouve que c'est quand même, ça signifie bien qu'il y a un fond et une forme sur les peines judiciaires. Donc, je voudrais que ce soit quand même... Moi, je voudrais m'associer, je partage tout à fait ce que vient de dire Jean-Philippe Mayos, et je voudrais rajouter, Jean-Philippe, qu'en plus, le président de la coordination rurale était reçu dimanche, pas hier, mais dimanche dernier, dans la loge de la mairie d'Agen. Ça veut dire que non seulement la coordination rurale a provoqué des dégâts que les Agenais vont payer à travers les impôts, mais leur président était invité dans la loge de la mairie d'Agen en notre nom, puisque nous sommes quand même des Agenais, était invité à la loge à la gauche du maire d'Agen. Voilà donc... Président de la coordination rurale. Oui. D'accord. Bah, il est président non, aussi le président de la Chambre d'agriculture. Ah, c'est pas le même. De la Chambre d'agriculture, c'est pas le même. C'est plus le même. On parle pas la même Alors, chose. le président de la Chambre d'agriculture, mais qui est quand même un membre très influent de la coordination rurale, et qui, si je ne me trompe pas, au moment des événements d'octobre, c'était en octobre, oui, sur Agen, était tout à fait présent parmi les manifestants. C'est pas les mêmes. Oui, je suis d'accord. Pardonnez-moi, j'ai été un peu vite dans mon propos. Mais en fait, il était quand même là, il est quand même représentant encore, que je sache, de ce syndicat qui est majoritaire dans le département. C'est à ce titre-là qu'il est président. Voilà. Oui. Donc, vous pouvez le constater, nous, dans le collectif là, ici représenté, voilà, il y a différentes appréciations, disons, par rapport à sensibilité, par rapport à l'occupation de la ZAD. Bon, mais ça, nous le respectons, le collectif, bon, c'est pas sa méthode, voilà, mais il faut quand même faire un certain nombre de constats, et ce que vient de dire Jean-Philippe et Lucette, c'en est un premier qui n'est quand même pas mince. Et le second que je fais, c'est que, alors que nous n'étions, je l'ai fait allusion tout à l'heure dans l'historique, alors qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait revoir les choses, et qu'on n'était pas entendu, d'ailleurs même
même par vous-même, je pense, on était relativement peu écoutés. Et puis tout d'un coup, du fait qu'une équipe de jeunes voilà, occupe le terrain, d'ailleurs de façon légale, occupe le terrain, ça a comme miraculeusement relancé le dossier. Alors moi, voilà, on peut regretter qu'on soit obligé enfin que des gens soient obligés d'en venir à ces méthodes-là pour arriver à être entendus, mais c'est pas qu'on approuve pour autant la méthode, mais malheureusement, de fait, on est obligé de constater les résultats. Donc ça a quand même relancé les choses. Donc, et en plus, pour aller dans le sens de la comparaison entre ce que font les zadistes et la coordination rurale, c'est que la maison là qu'ils ont occupée, non seulement ils ne la détruisent pas, mais ils sont en train de la restaurer. Donc voilà, c'est pour dire que les méthodes ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et en plus, voilà, bon, ben, c'est des jeunes qui expriment ce qu'ils ont dans leur tripes, et que même si on ne se retrouve pas dans la méthode qu'ils utilisent, en tous les cas, ils méritent d'être écoutés. Oui, bon, cette maison, elle est appelée à être détruite, et là, ils sont en train de la reconstruire. On est plus dans un sujet droit au logement que occupation. Non, mais sérieusement, parce que... alors, non, ah ben non, on verra demain au procès comment ça va être géré la question. Donc nous, Confédération Paysanne, bon, effectivement, on est dans le dialogue social, on appartient au collectif de défense des terres fertiles, on est dans une démarche de concertation, de discussion avec l'ensemble des partenaires politiques, syndicats, associations. Donc on est dans une démarche de dialogue social. Et il est évident qu'à côté, il y a ce groupe donc, qui occupe le terrain, à qui nous avons demandé de rester sur ce terrain, ils ont accepté. Donc ils jouent le jeu d'accepter le dialogue porté par le collectif. Bon, il y en a quelques-uns qui ont envie d'aller se promener ailleurs, bon, ça fait partie d'une démarche très individuelle. Moi je verrais que, je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu avec intérêt ce qui se passe là-bas, pourquoi il y a une jeunesse qui réagit de façon rapide et démonstrative par rapport aux enjeux de société. Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse dans notre société? Quelle place on va laisser? Quel territoire on va laisser? C'est peut-être ça qui doit nous interpeller. Moi, j'ai pas envie de mettre des barrières. Je pense qu'on peut créer les circonstances de dialogue. Bon, la jeunesse est impulsive. On a tous passé par là. Donc les condamnations rapides, bon, ça pose quand même des questionnements. Donc, un regard attentionné. Nous, on ne sait pas notre démarche. On essaye de voir comment on peut avancer ensemble. Voilà, on est en train d'être dans une lutte où il y a des fronts un peu éclatés. Les démarches sont séparées mais parallèles. Voilà. Donc regardons ça avec attention et sans pointer du doigt. Et les élus politiques qui sont en train d'accuser la jeunesse, on a fait ça avec les blousons noirs, les punks, maintenant c'est les zadistes, il y a toujours un réflexe anti-jeune. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Hein. Je crois qu'il faut un petit peu s'interroger sur comment on traite notre jeunesse. Voilà. Alors, je vais me permettre d'intervenir aussi donc, au nom de Filière Paysanne et puis en tant qu'acteur du collectif de défense des terres fertiles. Donc pour nous, on a toujours bien clairement distingué ce qui est de l'ordre de l'installation légale à la demande d'un agriculteur qui, quelque part, appelle au soutien face à une expropriation imminente, de non pas installation mais occupation illégale. C'est effectivement deux démarches différentes. C'est vrai que depuis le début, on a dialogué autant que faire se peut avec les gens, les jeunes qui sont venus soutenir cette lutte, qui sont venus quelque part apporter leur présence active pour préserver cette terre agricole, parce que quelque part ce sont nos partenaires de lutte, bien évidemment. Mais pour autant, nous avons des approches, nous avons des méthodes d'action qui ne sont pas les mêmes. Nous en avons convenu, le fait qu'effectivement, à un moment, il y avait des différences qui pouvaient apparaître et que pour autant, il y a quand même un enjeu majeur qui est la préservation des terres nourricières. C'est là-dessus, je pense qu'on s'y retrouve tous, y compris avec la FDSEA ou avec les jeunes agriculteurs qui ont clairement apporté leur soutien à cet objectif commun. Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler. Maintenant, sur les occupations illégales, même si effectivement on est dans cet échange pour proposer à nos partenaires qui sont sur le terrain de ne pas aller vers ces occupations illégales, on est bien conscient aussi que face aux méthodes qui sont à la limite de la légalité, en tout cas qui sont totalement illégitimes de la part de l'agglomération d'Agen, c'est quelque part aussi quelque chose qui provoque ces occupations illégales.
et que par rapport à ça, le gouvernement a un rôle très important, puisque notamment le président de la République a formulé donc, en novembre dernier, lors de la conférence environnementale, suite notamment à la mort de Rémi Fraisse, qu'il devait y avoir une rénovation du débat public et un respect de la démocratie participative. Il a lancé un chantier effectivement sur cette démocratie participative qui est très importante, et ça a été relevé par plusieurs députés, notamment de la majorité, qui ont rencontré le cabinet de Mme Royal. Donc on attend maintenant vraiment que par rapport au risque d'embrasement dont Lucette Mousseau a parlé, dont on est tous conscients, qu'il y ait une intervention rapide par une annulation de la DUP de la part de la ministre. Et ça fait 3 semaines donc qu'on l'a rencontré, nous n'avons pas encore de retour de sa part. Nous espérons que ce retour viendra vite. Parce qu'effectivement, les jeunes qui sont sur le terrain se disent qu'ils ne sont pas entendus, que leur avenir n'est pas pris en compte, et ils sont effectivement dans une forme de violence que nous essayons de contenir, mais que nous ne sommes pas en capacité de maîtriser de manière durable. Et nous savons qu'en face, nous avons effectivement, avec la coordination rurale, des gens qui sont capables d'une extrême violence, et nous sommes inquiets. Donc nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et de manière rapide. Oui, je voulais dire quelque chose. Des membres de nos associations font partie de la commission de la ministre de l'écologie à propos de la démocratie participative. Nous attendons un rendez-vous avec le Premier ministre car nous avons demandé un droit de réponse. Vous savez qu'après la DUP, les pro-LGV, ils sont parfaitement droits, ont été reçus par le ministre. Nous avons demandé une réunion également au titre de la démocratie. Par contre, voilà l'exemple complet parfait de la situation. Nous avons des gens autour de la table qui travaillent sur le fond. La seule chose qui préoccupe un certain nombre, c'est justement cet épiphénomène, qui est en soi un événement. Mais ça sert aussi à tuer ceux qui travaillent sérieusement et qui travaillent sur le fond. Donc moi personnellement, ça me perturbe. Et je n'irai pas soutenir demain les gens au tribunal. Hein, parce qu'on va parler de ça, on ne parlera pas du reste. Donc on compte sur vous pour que vous parliez du reste. C'est pour ça que vous êtes là. Alors comme on est dans un groupe où on peut avoir des sensibilités différentes, je voudrais apporter une nuance à ce qui vient d'être dit. C'est que, certes, nous sommes allés au ministère il y a 3 semaines, mais il faut se rendre compte que l'annulation des déclarations d'utilité publique, ça s'instruit, c'est un dossier qui s'instruit, il faut des fondements juridiques, il faut aussi des éléments solides pour la remettre en cause. 3 semaines, ça paraît long, mais c'est à la fois aussi un temps nécessaire à cette instruction de dossier. Je sais qu'elle est en cours. Je sais qu'elle est en cours, je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur tel ou tel aspect, je sais que ce dossier est en cours. Et donc, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'aujourd'hui, on dise, si jamais, par malheur, il arrivait quelque chose dans les jours qui viennent, qu'on se retourne en disant, c'est la faute de la ministre parce qu'elle n'a pas pris sa décision assez vite. J'avoue que je ne serais pas tout à fait, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Voilà. Parce que certes, elle a eu de responsabilité aujourd'hui face à elle, c'est de prendre cette décision. Je répète, 3 semaines, ça peut paraître long pour ceux qui attendent, mais à la fois, c'est pas forcément très long dans le temps, voilà. Mais il ne faudrait pas retourner la situation dans ce sens-là. Parce que ce serait quand même, peut-être aussi de le dire, une façon peut-être de se décrédibiliser par rapport au combat que nous sommes en train de conduire, nous, sous une forme, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus classique. Peut-être un complément au niveau agricole. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas vu la coordination rurale s'associer à la démarche des agriculteurs. Il faut savoir que quand même, lors de l'enquête sur l'avis sur le PLU de la commune de Sainte-Colombe, il y a eu un avis de Christian Girardi, président de la commission Espace, qui mettait des réserves sur cette zone. Donc, effectivement, la Chambre ne suit pas le dossier pour les raisons politiques qui sont les siennes. Mais il faut bien comprendre que l'intérêt des agriculteurs, c'est prononcer contre cette zone. Au-delà des syndicats. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que lorsqu'on dit que ce projet est dans les tuyaux depuis 15 ans, comme si ne s'était rien passé depuis 15 ans, je signale simplement qu'entre 2000 et 2010, ce sont 18 000 hectares de terres agricoles qui ont disparu dans le département, dont pratiquement 4 000
4000, c'est presque le quart comme on vient, sur la dotation à jeunesse. Donc ça aussi, ça s'est passé dans ces 15 dernières années. Et il semblerait que personne ne se soit rendu compte. Enfin, quand on connaît bien Agen, ne serait-ce qu'Agen, on sait où sont parties les terres. On sait comment elles se sont transformées. Et on sait aussi, par les études de la CNG, combien aujourd'hui ces secteurs artificialisés font monter la température l'été sur Agen. Voilà, tout ça sont des éléments qui sont à la disposition de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de rappeler que pendant ces 15 dernières années, il y a encore de la surface agricole utile qui a disparu de notre département. Et ça me semble quand même un enjeu important. La preuve en est, c'est que, y compris aujourd'hui, au-delà des agriculteurs, les citoyens en prennent conscience. Peut-être un point qui est intéressant à ajouter aussi par rapport à ce que vous dites, c'est que Fanny Dombrecoste, députée de l'Hérault et présidente de l'Observatoire national de consommation des espaces agricoles, a effectivement visé les chiffres qui ont été cités par Mme Lousteau, les a tout à fait validés et donc a transmis notamment le dossier à M. Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, de façon à ce que cette question aussi soit vraiment mise en avant parce que ça correspond à une réalité plus globale et à jamais malheureusement ne peut pas accepter. Merci de votre présence. Merci.